Frédéric Reichart. Alors je suis désolé, Patrick et Mathieu, je suis éduqué de formation. Ça arrive, ma politique, ça m'est arrivé, excusez-moi, j'en suis désolé. Et puis actuellement, donc, je suis maître de conférence en sociologie. Ça arrive aussi, je suis désolé. Ça fait 2 handicaps à porter, mais ça va, je suis résilient, je pense que je devrais m'en tirer. Donc je travaille effectivement, comme le disait Vincent, en région parisienne, dans une université qui se consacre spécifiquement aux questions de handicap et qui s'appelle INS-HEA. C'est un centre universitaire qui se compose uniquement de maîtres de conférences en sociologie, en psychologie, en histoire, en philo, en droit, et qui effectivement consacrent tous leurs travaux sur les questions de handicap. Et puis je suis également responsable d'un master qui forme des conseillers en accessibilité. Et c'est vrai que la question de l'accessibilité, de manière générale, aux pratiques touristiques et aux loisirs, m'intéresse particulièrement. Alors, peut-être pour commencer mes propos, un petit cadrage conceptuel et également lié à la méthode. Alors, je crois que la question de départ qui m'anime, elle est très simple. Aujourd'hui, je crois que les questions qui sont liées au handicap sont prioritairement liées à des questions qui renvoient à l'accès à l'emploi, qui renvoient à l'accès à l'école, qui renvoient aussi, souvent historiquement, aux pratiques sportives. Et qui souvent, après la conquête de l'école, après la conquête de l'emploi, les personnes handicapées sont parties à la conquête de leur corps. Notamment aujourd'hui, la question de la sexualité, de la conjugalité, qui est aussi une question qui concerne beaucoup le handicap mental et qui aujourd'hui souligne aussi beaucoup de réflexions et de débats. Mais quand je parle aussi de la question du corps, je renvoie aussi à la question des pratiques corporelles, des pratiques sportives, pratiques artistiques, pratiques culturelles. Et dans ce cadre-là, effectivement, on se rend compte qu'il y a une réflexion à se poser sur les loisirs des personnes handicapées, sur les pratiques touristiques et sur l'accès à la culture des personnes qui sont handicapées. Voilà un petit peu, je dirais, les trois domaines dans lesquels aujourd'hui moi je m'intéresse et puis j'oriente mes travaux. Alors j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle les loisirs touristiques lorsque j'étais étudiant, lorsque j'ai passé mon DEA. Aujourd'hui on parle de master recherche et je me suis intéressé, et à l'époque je travaillais avec l'UXP dans un foyer d'hébergement avec des travailleurs handicapés. Et du coup, je m'intéressais à la manière dont, finalement, ces travailleurs handicapés organisaient leurs loisirs. Qu'est-ce qu'ils faisaient de leur temps libre? Et c'est là que j'ai compris que là où nous, on n'y voyait pas grand-chose, il y avait pas mal d'activités qui étaient organisées par les travailleurs sociaux, qui étaient également organisées par des prestataires extérieurs, et aussi pas mal d'activités organisées par les personnes elles-mêmes. Et ce qui fait que par la suite, j'ai vraiment été intéressé par faire un doctorat sur cette thématique-là. Et donc je me suis intéressé de manière générale et très très large à ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme adapté. Donc là-dessus, j'ai édité un livre qui reprend ma thèse et qui montre effectivement comment aujourd'hui les personnes handicapées elles peuvent construire leur temps libre et accéder aux pratiques touristiques. Actuellement, mes travaux s'intéressent à ce qu'on appelle le tourisme intégré, c'est-à-dire la mise en place d'activités touristiques, culturelles et sportives, où des personnes handicapées peuvent partager des activités avec des personnes non handicapées. Et ce qui implique aujourd'hui une notion qui est assez récente dans le vocabulaire, c'est l'accessibilité. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant dans les années 95-2000, on ne parlait pas beaucoup d'accessibilité. On parlait beaucoup d'adaptation, d'accompagnement, de choses comme ça. Et là, depuis 2005 notamment, on parle de plus en plus d'accessibilité. Et je crois que c'est aussi un thème qui mérite actuellement réflexion. Alors, avant de parler d'arriver du sujet, je pense qu'il me paraît important de définir un petit peu ce que j'appelle loisirs touristiques et puis ce que j'appelle aussi handicap. Alors, lorsque je parle de loisirs touristiques, je me réfère à un géographe, parce que je trouve que les géographes font souvent des entrées qui sont assez intéressantes. Et là, je me suis appuyé sur un géographe qui s'appelle Georges Caz et qui nous propose une belle définition, je dirais très schématique, de ce qu'on appelle, de ce que lui appelle le loisir touristique. Pour lui, finalement, la question du loisir vient convoquer deux notions, deux concepts, deux notions très simples, le rapport au temps et le rapport à l'espace. Et c'est par rapport au rapport au temps et par rapport à l'espace que finalement s'organisent les vacances et puis les loisirs des personnes.
Finalement, il nous dit que dans le temps de vie, vous avez un temps de travail et vous avez un temps qui est libéré du travail. Mais dans ce temps libéré du travail, il y a quand même des contraintes. C'est-à-dire que dans le temps hors travail, on a un temps effectivement où sa voiture est en panne, il faut la ramener au garagiste, on a un temps où il faut cuisiner, faire les courses, voilà. Ça c'est un petit peu un temps contraint. Et à l'opposé de ce temps contraint, vous avez un temps libre. Et finalement, dans ce temps libre-là, vous avez le loisir qui apparaît. Donc vous voyez, le loisir n'est pas forcément un temps libéré du travail. Là finalement, Caz utilise simplement la question du rapport au temps pour définir un petit peu ce qu'il appelle les loisirs. Et après, il introduit la question de l'espace en nous disant il y a des loisirs qu'on fait, je dirais, à son domicile ou qu'on fait entre guillemets à l'intérieur, et puis des loisirs qu'on fait à l'extérieur et qui impliquent du coup une temporalité. Avec effectivement des loisirs un petit peu, je dirais, au quotidien, des sorties au quotidien. Là, il parle d'excursions, des loisirs plutôt court séjour, sur un temps 2-3 jours ou alors le week-end. Et puis après, il y a ce temps des loisirs qui est un petit peu magnifié, sacralisé, la question des vacances. La question des vacances qui renvoie là aussi je dirais à une saison, à un temps beaucoup plus long. Alors, j'aime pas trop utiliser le terme de vacances parce que finalement c'est un petit peu je dirais un faux ami. Je pense qu'on peut être en vacances sans partir en vacances. Donc, c'est ce que disait notre intervenant. Il y a parfois des personnes qui ont 3 semaines de vacances mais ne souhaitent pas partir en vacances. En tous les cas, là, je crois qu'on a un schéma qui est assez intéressant pour réfléchir la question de la temporalité du temps libre, la question des loisirs dans la temporalité, avec la temporalité quotidienne, hebdomadaire et puis saisonnière. Si on fait un peu d'histoire, on se rend compte qu'aujourd'hui, le temps, la durée de ce qu'on appelle les vacances, elle baisse. Les séjours sont de plus en plus courts. Généralement, on partait 3 semaines. Actuellement, on est passé à 2 semaines. Et actuellement, effectivement, on est sur un temps de départ en vacances qui se rapproche de 1-2 semaines ou parfois des 10 jours, avec notamment la recherche des ponts. Les ponts, c'est actuellement un truc super important. Chaque année, on regarde, et on voit aux infos. Ils nous disent voilà, cette année, elle sera sympa ou moins sympa, parce que si on pose 1 ou 2 jours par-ci par-là, mois de mai, ou je ne sais pas quelle date, on a des ponts qu'on peut faire. Et les ponts, ça correspond finalement à ces courts séjours qu'on recherche un petit peu de plus en plus. Bon, je laisse de côté la question des loisirs touristiques et puis je m'intéresse à la question. Alors voilà, juste pour terminer, voilà cet élément qui me paraît aussi important. Moi, je considère le loisir comme un révélateur. Alors, pour moi, le loisir, c'est quelque chose qui me permet de révéler, de mettre en exergue, mettre en lumière des éléments. Et là, je m'appuie sur Gilles Pronovo, qui est un sociologue canadien, qui nous dit le champ du loisir constitue une porte ouverte à l'étude du changement social. Par l'étude du loisir, une lecture de la société est proposée ou donnée à voir, notamment sur les changements de structure et de valeurs. Et bien pour moi, le loisir, c'est ça, c'est une porte ouverte sur les valeurs et sur le changement d'une société. On peut voir aujourd'hui que la place du loisir n'est pas la même qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Donc elle vient nous montrer aussi, effectivement, je dirais, des changements je dirais, assez profonds de société. J'en viens au handicap. Alors, pour moi, le handicap, c'est une production sociale et culturelle. C'est-à-dire que le handicap, c'est nous qui le construisons. Chaque société a sa propre définition, propre manière de concevoir ce qu'on appelle je dirais, le handicap. Quand je parle de handicap, tout le monde pense à quelque chose, mais je me demande si on pense pareil. On pense plus ou moins pareil, parce qu'effectivement, on a là, je crois, des référents culturels qui sont un petit peu communs. Mais si je parle d'un handicap à un Africain ou à un Japonais, il risque fort d'avoir une manière différente de percevoir le handicap. Autrement dit, quand on parle du handicap comme ça, à travers différentes cultures, on se rend compte que c'est une action de construction sociale et culturelle. Moi, je travaille beaucoup avec les pays africains, et puis notamment avec Haïti aussi, et là, je me rends compte qu'effectivement, le handicap, il est perçu du côté d'une punition divine. C'est-à-dire, celui qui est handicapé, c'est celui qui est puni par les dieux, celui qui a commis une faute. Et donc, comme il a commis une faute et comme il est puni, on a honte de lui, on le cache, on ne le montre pas. Et il reste en famille.
Et ce qui fait que la question du handicap n'est pas une affaire d'État, n'est pas une affaire publique, et une affaire strictement privée qui ne regarde que la famille. En France, on ne pense pas le handicap comme ça. Donc effectivement, on voit bien que chaque société, elle construit son propre rapport au handicap. Autre point, je pense que le handicap, il vient du coup s'inscrire sur deux registres. Un premier registre qui serait un registre symbolique, celui des représentations, celui des valeurs qui sont associées au handicap. Quand je parle de handicap, effectivement, on a tous des représentations, tous des mots qui viennent comme ça à l'esprit. Alors souvent, c'est le terme d'incapacité ou d'incompétence qui nous vient à l'esprit. Voilà, quand on dit souvent on est handicapé ou quoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement tu n'arrives pas à réaliser une tâche. Donc on renvoie la personne à l'incapacité de faire quelque chose. Donc il n'y a pas de, je dirais, de valeur associée. Si on faisait un brainstorming dans la rue, des mots qui viennent comme ça à l'esprit des personnes, quand on dit le mot handicap, ces mots seraient sûrement assez négatifs. Mais là on est vraiment sur un registre qui est strictement symbolique. Et qui renvoie également à un registre qui est celui du réel, un registre qui est physique et corporel. C'est-à-dire que ce qui vient définir aussi le handicap dans le réel, c'est l'altération organique et fonctionnelle. Là, je convoque la question du corps. Je me rappelle toujours de cet exemple que je cite souvent en conférence, qui pour moi est très très fort. Je suis allé voir un collègue à une conférence. Ce collègue s'appelle Patrick Fougerolas. J'avais lu ses bouquins. Et derrière chaque bouquin, il y a toujours, vous savez, la photo du type. On voit le type, et puis j'ai vu le gars, les cheveux longs, gris, les grosses lunettes. Et puis je l'ai imaginé comme ça, comme sur la photo. Et puis j'arrive du coup à la conférence, je m'installe au fond, parce que chaque fois je vais au fond de la salle, je me suis installé au fond, et puis d'un coup je l'ai vu discuter, fin de la conférence, et il était à un pupitre, à une grande table, et du coup je le vois. Je le vois glisser le long de la tribune, et puis je le vois en fauteuil. Et là, pour moi, cette personne-là, elle est devenue handicapée, parce que je l'ai vue en fauteuil. Et avant, elle n'était pas handicapée. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, cette personne-là, elle est devenue handicapée? Mais c'est le fait que, finalement, je l'ai vue en fauteuil. Et que, du coup, j'ai vu que son corps était marqué par une altération organique et fonctionnelle. Ça, c'est le registre physique et corporel. Et après, finalement, il y a eu tout un ensemble de représentations d'ailleurs qui ont dit, ah bah tiens, il est handicapé, ce n'est plus forcément la même personne. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a une entrée qui est symbolique, qui est sur celle de la représentation, et puis il y a une entrée qui est réelle, corporelle, celle que vit la personne au quotidien dans son corps, qui est marqué, qui est cassé, qui est abîmé, qui est altéré, par ce qu'on appelle une déficience. Alors, ensuite, finalement, chaque société, chaque culture, elle vient organiser ces populations, ces personnes-là, elles viennent les classer, elles viennent les organiser avec différentes typologies. Et alors nous, en France, on a une typologie qui se composait de 4 grandes familles. On avait les déficients intellectuels, les déficients moteurs, les déficients sensoriels, avec les déficients visuels et auditifs. Depuis peu, on a encore maintenant les personnes avec des troubles mentaux, qui viennent se distinguer des personnes déficientes mentales. On a aussi les seniors un petit peu qui apparaissent. On dit tiens, est-ce que finalement les personnes âgées, les personnes en grande dépendance, sont partie du handicap ou pas? Bref, on a un petit peu une typologie qui se reconstruit par rapport à ça. Cette typologie, elle est simple à percevoir, puisqu'aujourd'hui il y a différents types de pictogrammes qui existent, qui viennent comme ça symboliser les types de handicap. Et quand finalement on s'intéresse à ces pictogrammes, on va regarder un petit peu quels sont les pictos qui existent en Suisse, qui existent en Allemagne, qui existent en Belgique. Les pictos ils changent. On n'a pas forcément les mêmes pictogrammes. Par exemple, en Belgique, vous n'aurez pas des pictogrammes forcément, le pictogramme d'une API. Vous savez, le pictogramme Esproza, vous le verrez après. C'est un picto avec un visage bleu, avec 2 visages, un visage bleu, un visage blanc, qui symbolise du coup l'accessibilité pour les personnes déficientes mentales. En Belgique, ils n'ont pas. En Belgique, finalement, ils ont un pictogramme qui symbolise une accessibilité pour des publics qui ont des problèmes de compréhension, des problèmes de repérage spatio-temporel. Donc ça n'implique pas que les personnes qui sont déficientes mentales, mais ça vient impliquer aussi des personnes qui sont étrangères, qui parlent pas la langue du pays, par exemple, ou des personnes qui ont des différentes difficultés, mais pas forcément le handicap mental. Donc on est sur une construction, je dirais, typologique qui est différente par rapport à la manière dont on perçoit et du coup dont on construit aussi ce qu'on nomme le handicap.
Et ensuite, finalement, pour en revenir à la question du coup de la déficience mentale, qui est le public aujourd'hui par lequel je fais un focus, alors là-dessus, je ne vais pas faire être trop long parce qu'il y a un salle de spécialistes de la question, mais en tout cas, effectivement, ce qui vient caractériser les personnes déficientes mentales, là, ce sont des difficultés qui sont alors plus ou moins variables hein, par rapport au degré hein, de déficience, mais qui renvoient à des questions de compréhension, de lecture, d'écriture, d'apprentissage, de repérage spatio-temporel, de prise de décision, et puis j'en passe. Donc voilà un petit peu, voilà je dirais les deux, hein, les deux objets que je tiens à clarifier avec vous. La question effectivement du loisir touristique et puis la question du public. Alors si finalement on mixe un petit peu ces deux objets, on peut se dire tiens finalement il y a des enjeux très très forts qui apparaissent lorsqu'on les articule entre eux. Les premiers enjeux, et je commencerai par ceux-là parce qu'on en a parlé ce matin, mais pour moi ils sont essentiels. L'enjeu économique hein, sur la question de loisirs touristiques, ben, c'est clairement un marché. C'est un marché à conquérir avec un public, hein, c'est finalement une niche ou un segment. Hein, en marketing, on parle de segment, avec effectivement des publics qui sont cibles, avec une offre et une demande. Comment est-ce qu'on répond à quelle offre on propose, à quelle demande, et qui renvoie aujourd'hui à des questions liées notamment à l'accessibilité. Je renvoie beaucoup à la loi du 11 février 2005, où du coup, effectivement, il faut reconstruire une société accessible. Donc, dans la manière qu'on a d'aménager le territoire, et ben, du coup, il faut prendre en compte la question de l'accessibilité. Et là, le problème qui se pose, c'est que c'est une question financière. Puisque de rendre accessible, ça va impliquer forcément des coûts qui sont à prévoir. Donc pour moi, les premiers enjeux sont avant tout économiques. Et le deuxième enjeu serait plutôt sociaux, puisque ça a été dit ce matin, la question qui se joue derrière le loisir et les vacances des personnes handicapées mentales, c'est la question de l'épanouissement, c'est la question de l'intégration, c'est la question de la cohésion sociale, mais c'est aussi la question du droit au répit. Je pense que ça a été évoqué ce matin par une personne qui était assez au premier rang, effectivement, le droit au répit. C'est-à-dire que le fait que des personnes handicapées puissent partir en vacances permet aussi aux familles de souffler un petit peu. Donc le droit au répit, c'est aussi, je dirais, un élément qui est à prendre en compte, qui est aussi un enjeu fort à prendre en compte dans la question de l'accès aux vacances. Ensuite, il y a des enjeux qui sont forcément politiques, puisque on est sur un enjeu qui est très simple, c'est le droit. Les personnes handicapées ont les mêmes droits que les autres, que tout le monde. Et donc, on est sur la question de l'égalité de la justice, pour que chacun puisse effectivement profiter de la même manière que les autres des vacances. Ça pose du coup un problème parce qu'il y a des structures qui ne sont pas accessibles. Et donc, en termes de droit, effectivement, on est sur une inégalité d'accès. Ensuite, il y a également des enjeux qui se jouent au niveau symbolique par rapport à l'identité, par rapport à l'appartenance à un groupe. Moi, quand je parle un petit peu des vacances avec les personnes handicapées, effectivement, je remarque dans leur discours, ils me parlent comme un vacancier. C'est-à-dire qu'ils se situent en tant que vacancier. Et je pose toujours la question, est-ce que finalement, lorsqu'on organise des vacances pour personnes handicapées, est-ce que finalement on organise des vacances pour des vacanciers qui ont un handicap ou pour des handicapés qui partent en vacances? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que, effectivement, on n'est pas sur le registre. Considérer une personne comme un handicapé qui part en vacances, c'est pas pareil de le considérer comme de manière inverse, sur un autre registre. Un handicapé, c'est pas un vacancier. On n'est pas sur le même registre. Donc, en termes, je pense, d'identité, c'est super important. Super important. Je pense effectivement que les personnes handicapées puissent être autre chose que des personnes qui soient simplement réduites à un handicap. Et qu'on puisse les considérer comme des vacanciers, des touristes, des clients, des visiteurs, voilà, pour qu'elles changent finalement de statut, pour qu'elles changent d'identité. Et puis après, il y a aussi une question qui est intéressante, c'est la question de l'habitus culturel et touristique. Ça a été évoqué ce matin. Alors, l'habitus culturel et touristique, ça veut dire globalement, on a tous des envies, tous des pratiques culturelles et touristiques qui nous sont un petit peu propres. Alors, dans la caricature la plus absolue, je dirais, vous avez tous vu le film, là, La vie est dans mon fleuve tranquille, avec la famille Rosel et puis la famille du Chouchois, du Quénois, voilà. C'est quoi l'histoire? C'est finalement la lutte des classes entre finalement des pratiques sociales, culturelles qui sont différentes par rapport
classes sociales. Certains vont à l'opéra, certains vont au cinéma, certains lisent Charlie Hebdo, certains lisent Paris Match, certains lisent Le Monde et Libé. Mais ça renvoie à des pratiques un petit peu, je dirais, qui sont différentes. Mais je me pose la question, quelle est la pratique culturelle et touristique des personnes handicapées? Est-ce qu'elles ont l'habitus? Quel est leur habitus? Ce matin, une personne parlait de la question de la place qu'on laisse à l'autre, de le laisser choisir ses vacances. Effectivement, dans quelle mesure est-ce que la famille, est-ce que finalement la famille, le travailleur social, n'est pas en train de projeter son habitus sur l'usager? Et voilà, est-ce que ce ne serait pas une vraie tyrannie de faire les choses comme ça? Alors, ce matin, je ne sais plus qui parlait de ça, il disait effectivement, voilà, il y a Hervé ou Nicolas qui me dit, voilà, je veux partir du coup à faire un billard. Ben voilà, là effectivement, on a une demande pas de l'usager. Ah, c'est vous, voilà, c'est la billard. Voilà. Et ben, effectivement, là, je pense qu'effectivement, on est sur l'habitus. L'habitus, je dirais, primaire de la personne sur lequel il faut s'appuyer. Donc, effectivement, ces enjeux-là, je les trouve, sont très importants au niveau de la symbolique. Alors, maintenant j'ai posé ces éléments-là, je peux aller, je dirais, au cœur de mon questionnement, au cœur de ma recherche. C'est, ben voilà, comment concrètement se concrétise l'accès aux loisirs touristiques des personnes handicapées mentales? D'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire comment est-ce que les choses, elles s'organisent par rapport à des dispositifs, par rapport à des dispositions opérationnelles. Et puis surtout, comment est-ce qu'elles s'organisent d'un point de vue idéologique? C'est de la manière dont on peut penser après cette question du dispositif. Alors d'un point de vue de la méthode, moi je m'appuie sur une démarche qui est socio-historique, parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la socio, j'arrive pas à choisir. Donc du coup j'ai fait la socio-histoire, et je trouve ça assez intéressant parce que ça me permet de voir 3 étapes dans la manière dont les choses se font. Vous avez ce que j'appelle la naissance, d'où ça vient, comment naissent les choses. C'est un peu ce qu'a fait ce matin Sébastien, qui annonce un petit peu, voilà, les premiers séjours adaptés de l'SCV datent de 60, ok, c'est l'origine. Après, comment est-ce que les choses se développent, voilà, ok, comment est-ce que ça grandit après, deuxième étape, et après, troisième étape, comment est-ce qu'elle s'organise, comment elle se structure. Donc c'est un petit peu ces 3 étapes-là que j'ai cherché un petit peu à voir, à organiser, pour essayer de voir d'où vient le tourisme adapté, comment est-ce qu'il grandit, s'est développé, et aujourd'hui, comment est-ce que finalement il s'organise. Alors pour ça, je me suis appuyé sur des documents imprimés. Alors là, vous avez des catalogues, vous avez des brochures, vous avez des rapports d'activité, vous avez des comptes rendus d'AG et ainsi de suite, qui permettent de voir un petit peu comment les choses se sont faites. Vous avez également ce que disent les gens. Effectivement, il faut s'intéresser aussi au discours. Donc, c'est l'entretien avec des responsables de services, avec des résidents d'associations, des directeurs, des travailleurs sociaux, des encadrants, des vacanciers, des familles. Et puis, vous avez aussi l'observation. Il faut aussi aller sur le terrain pour voir ce qui se passe et pour voir comment les choses se font. Moi, je pense que c'est important qu'il y ait ces 3 dimensions parce que vous avez sur les documents imprimés ce qu'écrivent les gens, vous avez ensuite dans le discours ce qu'ils disent et vous avez ensuite ce qu'ils font. Et moi je ne pense pas que les 3 soient liés. Souvent les gens, ils ne disent pas ce qu'ils font pas ce qu'ils disent, ils écrivent pas ce qu'ils font. Bref, finalement je me dis, au moins je suis certain d'avoir une part de. Donc je cumule 3 points de vue pour avoir finalement quelque chose qui pourrait correspondre au plus proche de la complexité même du réel. Donc, si maintenant j'en viens à la question de l'origine un petit peu du tourisme adapté, effectivement, je crois qu'il y a 3 modalités d'organisation qui apparaissent autour du mouvement scout, autour des colonies de vacances et puis autour des établissements spécialisés. Rapidement, vous les présentez, vous les détaillez. Alors, vous avez ce qu'on appelle le scoutisme d'extension, qui est finalement une branche du scoutisme qui s'est étendue à des publics qui ne concernaient pas initialement le scoutisme, à savoir les personnes handicapées. Et donc, on a appelé cette branche le scoutisme d'extension. Donc, cette branche du scoutisme d'extension, elle apparaît dans les années 1920, lorsque vous aviez ce qu'on appelle les foulards blancs.
Les foulards blancs, c'était des scouts qui allaient à Lourdes et pour accomplir leur béat, ils aidaient les pèlerins et les malades. Donc du coup, il y a eu un lien très fort entre des personnes malades, des personnes handicapées, et puis les scouts. Là, on est en 1926. Un an plus tard, vous avez finalement une autre démarche qui apparaît. On dit, tiens, maintenant, finalement, on va proposer à des personnes malades et handicapées de faire du scoutisme. Et c'est là que, notamment à Berck, qui était connu pour ses établissements de soins, on a proposé à des enfants qui étaient tuberculeux, qu'on appelait les allongés de Berck, parce que ces enfants étaient alités, qu'on leur a proposé de devenir scouts et de faire du scoutisme. Là, j'ai récupéré une vieille photo en noir et blanc, qui n'est pas de très bonne qualité, mais en tout cas, on y voit effectivement un enfant qui est allongé sur un lit, qui est couvert. On voit qu'il a un béret, on voit qu'il a un uniforme scout, avec le drapeau, et à l'arrière, vous avez effectivement le responsable scout, qui se tient derrière lui. Donc là, la première, on a les premiers personnes handicapées qui vont faire du scoutisme, et qui du coup vont partir par la suite dans des camps. Ces gamins vont être réintégrés dans des camps scouts et vont du coup faire du scoutisme. Donc là, vous avez une autre photo où on voit effectivement le camp scout en pleine nature, en arrière-plan, et puis deux enfants qui sont en fauteuil et qui pratiquent du scoutisme. Alors, voilà. Et puis alors, en quelques lignes, ce qu'il faut retenir un petit peu des travaux que j'ai fait là-dessus, c'est que finalement on a deux entrées par rapport aux différents mouvements scouts. Vous avez ce qu'on appelle des actions qui sont peu structurées et peu coordonnées, très localisées, sporadiques, qui sont soit mixtes ou alors soit sectorielles. C'est-à-dire qu'il va y avoir des unités de scoutisme qui vont intégrer individuellement des enfants handicapés dans leur effectif. Et là, on parle d'unité mixte. C'est ce qu'ont fait les éclaireuses unionistes de France, également les scouts musulmans. Et puis, vous avez d'autres groupes qui sont sectoriels, c'est-à-dire des groupes de scouts qui se composent uniquement d'enfants handicapés. Donc, on a déjà une différence entre des groupes mixtes et des groupes que moi j'appelle catégoriels ou sectoriels. Et puis, en complément de ces actions un petit peu isolées, sporadiques, on a des services, des services spécialisés, des services vacances ou des services handicap qui vont apparaître. Alors, c'est le cas pour les scouts et guides de France, qui vont créer un service, ça correspond à un service un petit peu vacances, avec deux types d'unités, les unités arc-en-ciel, qui concernent les gamins de moins de 16 ans, et puis les unités vent du large, qui concernent les unités de plus de 16 ans. Voilà. Et donc là, il propose aussi de la mixité dans certains cas. Et puis, vous avez très tôt, dans les années 1965, je crois, vous avez les éclaireurs et éclaireuses de France qui proposent leur service vacances adaptés et qui proposent des séjours sectoriels. Et qu'aujourd'hui, vous aussi, vous savez comme moi, c'est un grand mastodonte de la question du secteur. Donc voilà, je ne vais pas trop long par rapport au scoutisme, mais juste vous montrer effectivement, on a vraiment là, je pense, un point de naissance, un point de départ assez intéressant entre le scoutisme et puis le tourisme adapté. Ensuite, il y a eu un deuxième volet qui apparaît dans l'origine du tourisme adapté, c'est les colonies spécialisées. Alors, ça vous le savez aussi, je pense, initialement, les colonies, elles concernaient d'abord les enfants malades. C'est-à-dire, la colonie, elle avait une visée qui était sanitaire et sociale. On envoyait en colonie les enfants qui étaient malades pour qu'ils puissent se soigner. Donc il y a vraiment cette idée de guérison, de bienfait de la nature et du dépaysement. On pensait que le fait de sortir d'un milieu, de sortir l'enfant d'un milieu pathogène, ça allait être bénéfique pour lui. L'air marin, l'air de la montagne, allait bien sûr soigner tous les maux des enfants. Et les médecins préconisaient au moins un dépaysement de 3 semaines. C'est pour ça que les colonies de vacances, elles ont souvent duré 3 semaines. Donc on est vraiment sur cette logique-là de visée sanitaire, visée médicale. Et c'est uniquement à partir des années 45-50 que les finalités des colonies de vacances vont devenir éducatives et que la colonie elle va s'ouvrir à tous, elle ne sera plus réservée aux enfants qui sont malades ou qui sont handicapés.
Alors, on va arriver progressivement à des colonies qui sont de vacances qui vont être spécialisées. Une des premières colos que j'ai repérées de vacances qui est spécialisée, c'est les colos de l'APR. On est en 1933, donc l'APR, c'est l'Association des paralysés et rhumatisants. Je pense que vous la connaissez, puisqu'aujourd'hui c'est l'APF. Donc l'APF organisait dans les années 30 un petit peu des séjours au vert pour des jeunes filles qui étaient rhumatisantes. Ça c'est un petit peu, je crois, un point de départ qui me paraît intéressant. Ensuite, il y a une deuxième phase qui apparaît dans les années 1960-70. On assiste à la création de différents services vacances au niveau de la base, au niveau de l'APF, au niveau des éclaireurs de France. Du coup, là, on est vraiment sur une organisation plus structurée en termes de réponse. Du coup, ça peut devenir finalement un marché. Et un marché qui, du coup, va être après, je dirais pas la proie, mais en tout cas qui va être convoité par plusieurs prestataires. Moi, j'ai tenté de récupérer, vous le savez, alors à mon avis, j'ai le service, savent de quoi je parle. Vous êtes généralement assaillis à partir de décembre jusqu'à mars d'une multitude de brochures qui vous vendent des séjours adaptés. Donc moi, j'ai essayé un petit peu de les recenser, mais c'est quasiment impossible parce que ça bouge tellement. Elles ouvrent un an, elles ferment, elles réouvrent, les noms changent. En tout cas, il y a, depuis les années 70-80, de plus en plus de prestataires qui aujourd'hui, effectivement, proposent des séjours qui sont adaptés. Et donc là, on n'est pas forcément dans un service vacances, une grosse association, on est vraiment sur la prestation spécialisée dans l'organisation de séjours adaptés. Alors, en complément de cette organisation de séjours, comme j'appelle catégorielle, il y aura également des colonies mixtes, c'est-à-dire des colonies à visée éducative qui n'accueillent pas d'enfants, je dirais, malades ou handicapés, qui du coup vont faire aujourd'hui ce qu'on appelle l'intégration individuelle. Donc ils vont intégrer des enfants handicapés dans leurs effectifs. La première colonie que j'ai repérée de ce type-là, elle date de 1960, et c'était une colonie de 45 enfants, et qui avait accueilli 5 enfants avec une déficience motrice. J'ai retrouvé un peu ces références-là dans une revue que les anciens connaissent sûrement, qui s'appelle Belles Vacances, et qui date de 1962. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, quand on lit l'article, on a très clairement l'importance du milieu ordinaire qui est souligné en tant que stimulation. C'est-à-dire, on est convaincu que le milieu ordinaire va stimuler l'enfant. Et là, l'idée, c'est très simple, c'est de dire que la mixité est bénéfique. Le fait que enfants handicapés et non handicapés se retrouvent aura des effets bénéfiques qui sont réciproques. C'est un petit peu une idéologie qui était préconisée à cette époque-là. Par contre, la limite, c'est le degré de déficience. C'est-à-dire que là, on est sur des enfants déficients moteurs, qui ne sont pas vraiment handicapés, qui sont assez autonomes. Donc cette intégration, elle fonctionne aussi parce qu'il y a un degré de déficience qui le permet. Alors, la structuration des colonies mixtes et des intégrations individuelles va se faire progressivement. C'est un petit peu ce qu'a dit ce matin Sébastien. En 1993, vous allez avoir la JPA, Jeunesse en plein air, qui va élaborer une charte qui va être signée. Donc là, vous avez le site qui renvoie la charte. Là, vous avez une charte qui va être signée en 1997 par 19 signataires, dont l'UFCV. Et les signataires de la charte s'engagent à rendre effectif et concret l'intégration des personnes handicapées dans le domaine des vacances et puis des loisirs. Donc voilà, on a là, je crois, deux volets qu'on a bien tracés, l'économie de vacances, qui joue un rôle important, et puis également le mouvement scout. Reste un troisième acteur essentiel, ce sont les établissements spécialisés. On a aussi évoqué cela ce matin. Leur établissement spécialisé via ce qu'on appelle les transferts d'établissement. Ça a été dit ce matin, qu'est-ce que c'est qu'un transfert? Finalement, on va délocaliser, on va déplacer des usagers avec leur équipe dans un autre établissement. Et c'est une pratique qui est très fréquente dans les années 60, et qui va se développer par la suite. Alors après, il y aura encore des camps qui vont être organisés par les différentes structures. Mais en tout cas, effectivement, l'idée, c'est que l'établissement médico-social organise des séjours qui sont proposés à ces usagers
et qui sont du coup encadrés par le personnel éducatif de l'institution. Et ces séjours sont des moyens qui répondent aux finalités institutionnelles et aux projets individuels de l'usage. Et alors là, effectivement, pour moi, un séjour institutionnel, enfin, un transfert, c'est pas un séjour adapté. On n'est pas sur le même type de finalité, pas sur le même type d'encadrement, même si finalement on peut faire la même chose, mais je pense que le cadre est différent. Si on prend effectivement une photo, on pourrait penser qu'on pourrait confondre les deux, mais je pense que dans les finalités, dans l'organisation institutionnelle, on n'est pas du tout sur les mêmes bases, et il y a, je pense, une grande différence, on pourra après éventuellement discuter s'il y a des questions ou des remarques à faire par rapport à cela. Donc voilà pour la première partie de mon exposé. Maintenant, j'aurais voulu parler un petit peu des fondements idéologiques, et puis des fondements idéologiques et puis des fondements institutionnels. Alors, les fondements idéologiques. On se rend compte finalement qu'il y a, quand on parle de tourisme adapté, il y a deux manières de partir en vacances pour une personne qui est handicapée, où elle part finalement dans des séjours qui sont adaptés pour adultes et enfants, voilà, où elle part de son côté avec sa famille, où elle part seule dans un milieu ordinaire. La modalité de séjour adapté pour adultes et enfants, moi j'appelle ça le tourisme sectoriel. Finalement, c'est un tourisme qui s'appuie sur la mobilisation de ressources qui sont spécialisées. Des ressources qui sont vraiment adaptées, spécifiées par rapport aux besoins du public, par rapport aux besoins des personnes. La logique, c'est l'entre-soi. C'est-à-dire que ces personnes, elles partent entre elles. Ce sera un groupe de personnes handicapées qui va partir ensemble sur un lieu de vacances. Parfois, elles ne se connaissent pas. On a un catalogue qui arrive, auquel les gens s'inscrivent dans différentes structures. On les dépose à la gare. Le gars, il vient en t-shirt, auquel on le repère. Et puis ensuite, ils partent en train, ils vont à Bambilesa, et tout le monde se retrouve là en bas. Tu étais là-bas? Non. Je pensais qu'il y était parce que tout. C'est ça, non? Non, parce que le UFCV, c'est pas comme ça. L'idée, c'est d'entre-soi. Les personnes handicapées, elles partent en vacances entre elles. Et la logique, là, c'est la différenciation. C'est-à-dire, effectivement, on s'appuie sur cette différenciation, organiser des séjours qui soient adaptés aux besoins des personnes. Et ces séjours, pour moi, garantissent l'accès aux loisirs. On est vraiment dans une logique qui garantit l'accès à la pratique culturelle, touristique, et puis de loisirs. Et là, je dis bien en complément, pas en opposition, en complément, vous avez ce qu'on appelle le tourisme intégré ou tourisme inclusif. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion. Moi, quand j'ai réfléchi à tout ça en 2005, j'avais appelé ça le tourisme intégré, mais aujourd'hui, on parle de tourisme inclusif. Mais effectivement, là, c'est des séjours inclusifs pour adultes et enfants. Avec là, l'idée, c'est de garantir l'accès à des ressources communes et partagées. Donc, c'est le fait de pouvoir utiliser les ressources du milieu ordinaire. Voilà. Et pas des ressources qui sont forcément spécialisées. L'idée, c'est de vivre ensemble. On retrouve l'idée de la mixité où, effectivement, personnes handicapées et non handicapées puissent se côtoyer et puis échanger et puis créer des liens. C'est la logique du vivre ensemble. Avec ce qu'on appelle l'assimilation, c'est du coup, effectivement, on dit les personnes handicapées sont comme les autres. Donc il faut finalement s'appuyer sur une logique où on leur propose des activités qui sont celles de monsieur et de madame tout le monde. Et là, l'idée, c'est pas de garantir l'accès à. L'idée, c'est de garantir l'intégration. Là, on veut que les personnes elles soient intégrées, qu'elles soient inclusives, qu'elles soient incluses, qu'elles aient effectivement des relations avec les personnes qui sont non handicapées. Donc ce sont deux manières différentes qui sont proposées d'accéder au tourisme. Pour moi, elles sont complémentaires. Elles ne s'opposent pas. Souvent, on veut les opposer et on pense blanc-noir. Non, je pense effectivement qu'il faut les penser dans une continuité, comme un continuum, comme une double flèche, qui finalement prend sens parce qu'on peut tirer effectivement sur les deux bouts. Alors, comment est-ce que finalement s'organisent ces deux idéologies? Elles s'organisent à travers un dispositif, à travers des acteurs qui vont être un petit peu les chefs d'orchestre et les musiciens qui vont jouer cette partition. Alors, pour le tourisme intégré, vous avez différents acteurs associatifs qui existent. Vous avez la JPA, dont on en parlait ce matin. Vous avez également ATH, vous avez également Handiplage.
Alors voilà, en 10 plages, j'ai par exemple une association qui propose de labelliser des plages qui sont accessibles. Donc vous avez un logo qui apparaît derrière moi, un logo avec une chaise roulante et puis une bouée à la place de la roue qui vient indiquer que la plage elle est accessible. Vous avez également ATH que vous connaissez à mon avis, hein, qui est l'association Tourisme et Handicap, voilà, qui propose de labelliser des structures qui sont accessibles avec finalement un logo. Alors vous avez les 4 logos qui sont présentés ici, voilà. Vous avez les 4 logos dont j'ai parlé avant. En Belgique, on n'a pas 4 logos. Hein. Les Belges, je crois, ils ont 6 logos. On a 4, on a 2 de moins. Donc là, effectivement, on peut voir, on voit que là, on est sur la possibilité, enfin, on donne de l'info à des personnes pour qu'elles sachent que l'équipement, la structure, l'organisation, elle est adaptée pour accueillir 1, 2, 3 ou 4 types de déficiences. En termes d'outils, on est sur des labels, on est sur des chartes, on est sur des formations qui sont proposées par ces différentes structures. Et l'idée qui sous-tend le tourisme intégré, c'est l'accessibilité. On est vraiment dans la loi 2005 et ce concept d'accessibilité. Il faut rendre la société accessible. C'est-à-dire qu'il faut que les ressources de monsieur et madame tout le monde, du milieu ordinaire, soient transformées, aménagées, pour qu'elles soient accessibles. Et donc que les handicapés puissent accéder à ces prestations. Tourisme sectoriel, sur quoi est-ce qu'il s'appuie? Il s'appuie sur notamment une grosse structure, vous la connaissez, puisque l'UFC est adhérent, elle s'appuie sur le CNLTA, qui est le Conseil national des loisirs et du tourisme adapté, qui est une structure qui regroupe différentes associations de handicapés, différents prestataires de séjours adaptés, et également différents établissements spécialisés. Je crois qu'ils sont 25, 23, 25, je crois. 27 actuellement, et voilà, donc on est vraiment là sur une tentative de fédérer tout ce qui se joue autour de ce tourisme sectoriel. Et là aussi, on a un label, on a la question du taux de rayon qui est posée aussi, avec un référentiel de formation. Voilà. Donc là aussi, on a des choses qui se jouent pour tenter de structurer, d'organiser justement cette branche du tourisme sectoriel. Et donc là, vous avez le logo du CNTNA. Logiquement, lorsqu'un catalogue affiche, ou une structure affiche ce logo, ça veut dire qu'il est adhérent au CNTNA, il a signé une charte et qu'il s'engage à respecter des conditions d'accueil, en termes de taux d'encadrement, d'équipement, et ainsi de suite, pour garantir une prestation de qualité. Voilà. Donc maintenant, on en vient à la question pratique. On va un petit peu s'intéresser à la manière dont les choses s'organisent concrètement sur le terrain. Lorsque, par exemple, on s'intéresse à des conditions d'accueil mixte pour dans des séjours un petit peu inclusifs, pour les enfants par exemple, effectivement, il y a plusieurs conditions qui sont nécessaires, qui sont possibles. La première condition, c'est la condition d'information. Il faut que la famille puisse savoir où inscrire cette personne. Voilà. J'ai mon gamin qui a 8-9 ans, je l'inscris en centre de vacances en milieu ordinaire, est-ce que le centre peut l'accueillir ou pas? Comment est-ce que je le sais? Il n'y a aucune indication par rapport à ça. Donc il faut se renseigner. Alors parfois il y a des labels, le label ATH qui est affiché, pas tout le temps, bref. Voilà. Donc il faut effectivement identifier, je dirais, une structure qui accueille de la mixité. Ensuite, il y a un autre point qui se situe au niveau de l'individu, au niveau de son niveau et puis de ses motivations. Il faut que la personne elle ait d'une part les capacités, les aptitudes et aussi la motivation. Il faut peut-être demander effectivement au gamin s'il veut aller en milieu ordinaire, en vacances. Il ne faut pas forcément penser que tous les enfants handicapés ou qui sont handicapés souhaitent aller en vacances en milieu ordinaire. Donc il y a la question d'une part du souhait de la personne à prendre en compte, et après la question de son potentiel, de ses capacités et donc de ses aptitudes. Après, il y a aussi à penser la question des conditions d'activité qui sont proposées. Qu'est-ce qu'on propose concrètement? Est-ce que le contenu qui est proposé dans le séjour ou dans le centre correspond aux capacités de l'enfant, en termes de rythme, en termes de fatigabilité, en termes d'activité? Faire un séjour en camping, faire un séjour de pratique sportive, faire un séjour d'itinérance, c'est pas la même chose. Donc il faut bien voir que, effectivement, peut-être d'envoyer un enfant en fauteuil roulant
un fauteuil roulant dans un centre de vacances, par exemple en étoile, où effectivement le gamin il est tous les jours sur le même site et puis sort à la journée en balade. C'est pas pareil que de l'envoyer sur ces jours itinérance, où chaque jour il change de lieu et puis il fait du camping. Voyez, donc il y a aussi à penser un petit peu, je dirais, le contenu, l'organisation du séjour et des activités par rapport effectivement à l'enfant. Et puis après, il y a la question, on en a parlé ce matin, de l'encadrement. Il faut penser aussi qu'il y a un taux d'encadrement qui doit être adapté, et puis avec aussi du personnel qui est qualifié. Hein. Mais que veut dire qualifié? Quel diplôme, quelle formation? Et puis il y a la question financière, encore une fois, il y a un coût. Il y a un coût qui va être également, notamment à prendre en charge par rapport à la question de l'encadrement en plus que va demander la prise en charge d'un enfant handicapé. Et là, du coup, je vous renvoie à deux questions qui avaient été posées lors d'une étude qui avait été lieu à Strasbourg il y a 2 ans, qu'avait organisé la JPR, à laquelle j'ai participé, par rapport à l'encadrement. On se posait la question de l'attribution de l'accompagnement individuel de l'enfant déficient ou au groupe. Autrement dit, est-ce que lorsque vous avez un enfant qui est accueilli dans un groupe, dans une mixité, et qu'on embauche du personnel en plus, est-ce que finalement on annonce l'embaucher en plus, on l'annonce pour l'enfant ou pour le groupe? Est-ce que finalement c'est un binôme qui se constitue, ou est-ce que finalement vous avez un encadrant en plus pour les lycéens? Et du coup ça vient augmenter, je dirais, l'encadrement du groupe. Donc là-dessus, il y a eu de beaux débats qui avaient effectivement lieu, et puis il y avait la question qui s'est posée aussi économiquement, avec le surcoût financier du séjour ou de la prestation. Qui est-ce qui le prend en charge? Est-ce que finalement on facture ça à la famille? Est-ce que finalement on le dilue? Là, excusez-moi, c'est pour réveiller les gens. Je vais parler comme ça maintenant. Ça va? Pas de syncope? C'est super comme truc ça. Souvent ça va bien. Alors il y a la question de la facturation à la famille. À qui est-ce qu'on facture? Est-ce qu'on facture à la famille? Ou est-ce que finalement on a une globalité et on divise cette facturation à travers l'ensemble des familles qui sont participantes? Il y a aussi, et ça je pense que là-dessus tu en as parlé ce matin, Sébastien, il y a aussi plusieurs aides qui existent pour effectivement partir en vacances et subventionner ce type de départ. Voilà, et on se pose la question, quelles sont les stratégies développées et à développer pour répondre à ces deux types de questions. Voilà, alors si maintenant on s'intéresse aux conditions de séjour catégoriel, au niveau de l'encadrement, ce qu'on remarque si on fait un peu une approche socio-historique, c'est qu'on passe finalement de la bonne volonté à de la compétence. C'est-à-dire qu'autrefois, être motivé, être sympa, vouloir aider les autres, ça suffisait pour encadrer les séjours. Aujourd'hui, il y a quand même une logique de compétence. On va quand même demander à des personnes d'avoir des compétences pour encadrer, sans pour autant être un professionnel, ce qui pose un petit peu une réflexion, une question par rapport à l'encadrement. On le remarque parce que je pense qu'il y a effectivement, et là, ça a été dit ce matin aussi, il y a vraiment un premier stade qui apparaît, qui part du secteur associatif, et notamment du CNTA, qui a tenté de répondre à cette question largement avant l'État, puisqu'il y a eu une fonction d'animateur, accompagnateur, qui a été proposée, qui était interne au CNTA, avec les personnes qui suivaient une formation. Donc on a vite compris que pour encadrer les séjours, il fallait être formé, un minimum sensibilisé et puis un petit peu formé. Et puis le CNTA aussi a mis en place effectivement, a corrélé en tout cas un taux d'encadrement avec un niveau d'autonomie du groupe. Plus le groupe est autonome, moins le taux d'encadrement est élevé. Ce qui finalement est logique. Et en 2006, vous avez cette question d'encadrement qui, pour moi, n'est pas tranchée, mais en tout cas, l'État est intervenu, puisque vous avez maintenant un statut qui est officiellement reconnu et qui s'appelle le contrat d'engagement éducatif, qui est le contrat qu'on applique pour l'encadrement des séjours. Voilà. Alors, en termes d'enjeux un petit peu et de recommandations, voilà, c'est ce que je vous disais un petit peu précédemment, vous avez cette flèche. Attention au micro, vous avez cette flèche. Attention, je devrais, parce que je suis très mal. Attention.
vous avez cette double flèche, qui est comme ça très très haut, ça fait très danseur, mais vous avez cette double flèche. D'un côté, les pratiques spécialisées, de l'autre, les pratiques qui sont partagées, les pratiques mixtes, et ça marche comme une tension, ça marche ensemble. Hein, imaginez la liberté et puis la contrainte. Elles existent parce que ce sont deux opposés. Si on enlève la liberté, pouf, il n'y a plus de contrainte. Donc les deux, ils existent et finalement, ils viennent participer à une offre qui est complémentaire et qui est adaptée surtout aux aspirations et au potentiel de chacun. Et je pense que plus l'offre est diversifiée, mieux c'est. C'est comme un restaurant finalement. Je trouve qu'un restaurant où il y a juste un menu à choisir, c'est pas un restaurant. Moi j'aime bien avoir plusieurs menus à choisir au restaurant. Hein, voilà, comme ça on peut en discuter, on a le choix. Là, les Bourbons, ils se reconnaissent. Voilà, c'est ça. On peut tout à fait contextualiser par rapport au tourisme. Aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant d'avoir le choix. On peut partir, et là je fais la pub, beaucoup près après au montage, de partir au Club Med, de partir à Marmara, de partir à l'UCPA, de partir avec Alibert. Ce sont différentes manières d'accéder aux pratiques touristiques. Et ce qui compte, c'est qu'on puisse avoir le choix. Si aujourd'hui on n'avait que le Club Med, ou que Marmara, ou que l'UCPA, c'est bien l'UCPA, mais ce serait bien qu'on ait le choix. Et on a le choix finalement. Et je me dis, c'est pareil, ayons le choix, laissons aux personnes handicapées le choix de partir en vacances. Des personnes aiment bien partir avec Alibert, sac à dos à l'aventure, c'est merveilleux. D'autres préfèrent partir all inclusive, avoir un petit bracelet et puis pouvoir voir toute la journée dans la piscine, c'est merveilleux. Les deux étaient au Maroc, mais ce sont des vacances qui sont différentes. Et ça correspond, je dirais, aux aspirations de chacun. Et c'est ça, à mon avis, l'essentiel. Alors, par contre, c'est ce que j'ai dit un petit peu avant Frida, je pense que dans cette offre, ce qui est important, c'est de prendre en compte le potentiel individuel de la personne, c'est-à-dire sa capacité. Qu'est-ce qu'elle sait faire? Et je ne sais plus, la maman de Jean-Loup ce matin qui parlait de ça, effectivement, il faut que l'info soit fiable, parce que souvent on peut ou minimiser ou maximiser. Oui, il sait. Finalement, après, il ne sait pas faire. Et là, je pense qu'il y a des grosses difficultés. Donc effectivement, c'est vraiment bien identifier ce que c'est faire la personne par rapport à ce qui va être demandé dans le séjour. Et ensuite, il y a la question aussi de la motivation, c'est-à-dire de ce qu'a envie de faire la personne. Et là, c'est parfois compliqué et douloureux parce qu'on a envie de choses qu'on n'arrive pas à faire. On a le potentiel, on a la volonté, mais on n'a pas le potentiel. Et parfois, on a l'inverse. On a le potentiel, mais on n'a pas la volonté. Mais ce qui compte, effectivement, pour les séjours, c'est que les deux soient liés. C'est qu'on tienne compte du potentiel, de leur capacité et aussi du coup de la motivation. J'en viens à la conclusion. Alors, 3 points pour conclure. Le premier point, effectivement, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, on a vraiment l'apparition, le développement et puis l'organisation d'une offre qui est variée et qui est plurielle par rapport aux personnes handicapées, que ce soit enfants ou adultes. Et quand je dis adulte, j'ai mis aussi des personnes polyhandicapées. Aujourd'hui, on a en plus un créneau qui se développe, c'est les vacances pour seniors, qui est encore aujourd'hui une autre niche qui va compléter le marché. Ensuite, pour moi, je pense que cette offre plurielle, elle est adaptée en fonction des différents types et des degrés de déficience. Et c'est ce qui compte. C'est-à-dire qu'il y a des séjours qui ne correspondent pas aux besoins et attentes de la personne. Et bien, c'est pas grave. Parce que je pense qu'il y a peut-être un séjour ailleurs qui correspond mieux à ce qu'elle veut. Et c'est le choix qui permet effectivement de faire que ça matche. J'aime beaucoup le terme américain de match. Vous savez, le côté match, ça veut dire il faut que ça s'imbrique. La clé et la serrure, il faut que ça matche. Effectivement, je pense qu'il faut trouver, il faut réussir à faire matcher le séjour avec la personne. Et il faut trouver les deux. Et logiquement, on peut toujours trouver un séjour qui correspond à la personne. Oula, je frôle. Toujours trouver un séjour qui correspond à la personne. Il faut que ça matche, il faut bien penser cette articulation-là. Donc c'est-à-dire que parfois, on peut chercher ailleurs qu'à l'UFCD pour trouver son bonheur. Voilà. Mais je pense que c'est bien. C'est bien qu'il y ait une offre qui soit diverse et puis qui soit variée, que les structures elles fassent un petit peu différemment. Et puis cette structuration et le développement de cette offre, je pense qu'il faut qu'elle soit pensée autour d'une part de séjours de qualité.
Moi, je pense que la loi, elle ne suffit pas. Je pense qu'il faut effectivement une mobilisation de la part des acteurs de terrain pour qu'on garantisse toujours la qualité de la prestation. Surtout par rapport à ce public, qui n'est pas un public qui râle forcément. Qui est un public assez vulnérable par rapport à ça. Donc là, vraiment, je pense qu'il y a une son d'éthique à mettre en place sur vraiment des dispositifs, des garde-fous, des chartes, des labels, qui viennent compléter la réglementation. Je pense qu'il y a un gros débat qui se joue par rapport à la formation et à la qualification de l'encadrement. Aujourd'hui, effectivement, qui est-ce qui encadre, comment on est encadré, voilà. Il y a un gros débat, est-ce qu'il faut que ce soit des professionnels ou pas, bon, il y a vraiment là-dessus un gros chantier, mais qui renvoie pour moi aussi à la question de la qualité de la prestation, parce que c'est souvent l'encadrement qui vient, je dirais, déterminer, conditionner la réussite d'un séjour, parce qu'on a su s'adapter, répondre, et puis trouver les solutions aux problèmes qui se posaient. Et puis un autre point aussi, c'est le coût des séjours. Effectivement, alors, c'est vrai qu'on parlait, je crois que c'est lui qui en parlait, il dit 30% en plus, effectivement. Il y a un coût qui est plus élevé pour les séjours catégoriels, il y a un coût qui est à prendre en charge pour les séjours en intégration. Voilà, il y a aujourd'hui un dispositif qui existe pour compenser ces coûts, mais il n'est pas forcément utilisé. Donc là, effectivement, je pense qu'il y a un gros boulot à faire sur effectivement essayer de voir pour qu'on puisse un petit peu niveler ces coûts par rapport à un système qui existe mais qui arrive mal un petit peu à réajuster un petit peu les besoins et les demandes, je dirais, par rapport à ça. Je me rappelle d'une réunion qui avait lieu, à laquelle j'ai assisté, où finalement, il y avait finalement des personnes handicapées qui étaient liées à un surcoût par rapport aux vacances et qui demandaient un petit peu un remboursement. Et on leur a dit, mais le problème, c'est qu'on a nous encore un fonds de 30 000 € à disposition pour répondre à ça, mais on n'a pas été sollicité. Donc on ne sait pas comment faire. Donc parfois, effectivement, il faut aussi jouer le réseau et informer sur la manière qu'on a de récupérer des fonds, d'en demander pour effectivement limiter cette question du surcoût. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. On a encore un peu de temps pour discuter. Donc s'il y a des questions, des commentaires, je suis à votre disposition.